Marcel Pepin, dans son rapport moral, qu'on peut retrouver dans un recueil. Hein. Il y a un recueil qui existe au centre de documentation CSN, je pense qu'ils le vendent encore. C'est un livre qui recueille tous les rapports moraux de Marcel Pepin. Moi, je lis ça, puis j'en viens. Ça me fait venir. Non, mais je fais des blagues à part, là, mais ça donne une Moses de bonne idée du socialisme québécois tel que ces gens-là le prônaient à cette époque-là. C'est vraiment bon. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus aussi, là, ça vaut la peine, ce livre-là. Ça s'appelle Le combat syndical. C'est le recueil de tous les rapports moraux de Marcel Pepin. Donc, Marcel Pepin, dans son rapport, lance l'idée d'un deuxième front qui consisterait à déborder le cadre de la négociation collective pour mener les luttes au plan sociétal. Depuis cette époque, la centrale encourage la formation de comités d'action politique dans les villes et sur les lieux de travail pour mettre en place son projet de société. Calisse, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, esti? Qu'est-ce qu'ils font, tabarnak? Foutent rien, c'est épouvantable. Et en effet, en collaboration avec les autres centrales syndicales, de tels comités apparaissent. Ils débouchent notamment à Montréal, en collaboration avec les groupes populaires, sur la formation d'un parti politique municipal, le FRAP, le Front d'action politique. Mais la centrale se garde bien de faire de la politique partisane. On ne croit pas que ce soit le rôle d'une centrale syndicale de soutenir un parti qui risque de la paralyser et de lui faire perdre sa fonction de contestation et de revendication. Parce qu'encore une fois, il faut y revenir, hein? Les racines historiques du syndicalisme, c'est de contester le pouvoir et de revendiquer les droits. C'est ça le but premier du syndicalisme. Son action politique doit donc être plus large que l'action électorale. Chris avec raison. La CSN voit dans les groupes populaires, qu'on appelle aujourd'hui communautaires, qui se développent depuis 1963, une façon pour les travailleurs de participer au pouvoir. Quelle que soit la forme que puissent prendre les organisations sociales et politiques, associations de quartiers ou de locataires, groupes de consommateurs, coopératives d'habitation, etc., etc., la centrale encourage leur prise en charge par les travailleurs. C'est ainsi, soutient-elle, que s'instaurera la démocratie de participation et qu'on éliminera toute forme de domination. Ce raisonnement s'applique aussi aux entreprises, où le syndicalisme doit lutter pour donner aux travailleurs un véritable pouvoir de décision. Tu sais, quand on travaille dans une crise de shop, une petite crise de boîte, c'est toujours le même hostie qui décide de tout pour tout le monde. Hein? C'est ça la démocratie? Mais dans ce temps-là, les syndicats dénonçaient ça, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui. Le pouvoir des travailleurs, écrit Marcel Pepin, doit passer par une plus grande autonomie sur les lieux de travail, par des responsabilités accrues dans l'usine ou dans l'institution. La CSN cherche à dépasser l'amélioration des conditions de travail de ses membres pour gruger les pouvoirs exorbitants de l'entreprise et exercer un contrôle sur les conditions de travail. À cette époque-là, on parlait de contrôle ouvrier. Ce syndicalisme de combat vise donc à court terme à limiter l'exploitation des travailleurs et travailleuses et à long terme à changer le régime capitaliste, source de leur exploitation. Il me reste 2 petites pages sur la question nationale. Je pense que ça vaut la peine que je vous le lise. C'est vraiment jouissif, ça. La question nationale à la CSN. Donc, le débat sur la question nationale n'épargne pas la CSN, qui, comme la FTQ, met un certain temps avant d'approuver le nationalisme québécois. Le nationalisme véhiculé par la centrale depuis sa fondation est en effet, nous l'avons dit, pan-canadien. Parce qu'avant, l'ancêtre de la CSN s'appelait la CTCC.
Centrale des travailleurs catholiques du Canada. Donc, la vision de la CTCC, c'était de regrouper tous les travailleurs, surtout canadiens, français et catholiques, au niveau pan-canadien. À cette époque. Avant la déconfessionnalisation en 1960. Voilà. En 1964, par exemple, le Congrès décide d'ouvrir un bureau à Toronto dans le but de répandre le mouvement à l'extérieur du Québec. Encore en 1966, dans le mémoire soumis conjointement avec la FTQ et l'UCC, l'UCC qui est l'ancêtre de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Les cultivateurs catholiques, c'est ça. Oui, l'Union des cultivateurs catholiques du Canada, je pense que c'était ça. C'était ça. Non, c'était l'Union des cultivateurs catholiques. L'UCC qui était l'ancêtre de l'UPA. Je rouvre une parenthèse, je la referme bien vite. Chris, même l'UPA, hein, Hugo, tu l'as lu toi avec, esti. Même l'UPA, dans ces années-là, était marxisante, esti. Hey, Chris, aujourd'hui, quoi de plus capitaliste hein, que l'UPA, tabarnak. C'est décevant, en tout cas. C'est à s'en arracher. Tout j'en ai plus. C'est pas mêlant, c'est un scandale, tabarnak, c'est pas mêlant, c'est scandaleux. Nos dirigeants syndicaux, nos dirigeants politiques, c'est un véritable scandale. Plus mou que ça, plus lâche que ça. Je sais que peut-être que pour certains, j'exagère, mais en tout cas, moi, esti... Non, pas du tout. Ça s'explique historiquement, par exemple. Oui, en hostie. Ça s'explique historiquement. En hostie. C'est certain qu'il y a des choses qui se sont perdues, il y a des coups dans le cul qui se sont manqués quelque part. Puis à un moment donné, il va falloir remettre ça. Il y a vraiment beaucoup de monde qui se plaint qu'on devrait avoir un autre René Lévesque ou quelqu'un qui a des bons discours sur le poste. Un bon leader, ça nous prend des bons leaders, effectivement. Qui n'a pas peur de... Ben oui. Qui n'ont pas peur d'aller en prison. Ouais. Hein, René Lévesque, moi je suis très critique face à Lévesque, mais j'abonde dans le même sens que toi. Je suis un grand admirateur de René Lévesque, mais je suis très critique. Je suis très critique, mais n'en demeure pas moins que c'est un des politiciens de gauche en Amérique du Nord, pas rien qu'au Québec, hein, en Amérique du Nord, qui a été le plus loin. Il a été encore plus loin que le New Deal de Roosevelt. Mais je demeure au niveau historique critique, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Très critique. Très critique. Très critique. Donc, pour poursuivre, encore en 1966, dans le mémoire soumis conjointement avec la FTQ et l'UCC au Comité de la Constitution, on retrouve les positions traditionnelles de la centrale à l'égard de la langue française et de la question constitutionnelle. Après avoir écarté la centralisation fédérale, le statu quo, les États associés et l'indépendance, le mémoire propose un fédéralisme adapté, qui va dans le sens de l'autonomie provinciale. On croirait entendre Mario Dumont et consorts. Hein? Du bilinguisme et du biculturalisme, on croirait entendre Justin Trudeau. Les réformes proposées comportent une déclaration des droits et des libertés enchâssées dans la Constitution canadienne, toujours, là, et des retouches aux institutions fédérales. Parce que la CSN pensait comme ça à cette époque-là. Mais comme vous allez le voir, elle va radicalement changer là, après avoir constaté que c'est un système qui n'est pas réformable. Le système fédéraliste canadien, il est irréformable. C'est ça que c'est de là où est-ce que je veux en venir avec la lecture. Donc, dans le domaine linguistique, on réclame l'égalité absolue des deux langues. Ça ressemble un peu à FTQ, en fait, hein, qu'est-ce que j'ai lu précédemment. Et au fédéral et dans les provinces, ayant une minorité linguistique supérieure à 15 %. Quand on pense, tabarnak, que là, quelques semaines, la Cour supérieure, la Cour suprême de je ne sais plus trop comment ça s'appelle, en Colombie-Britannique, là. Dis-les donc, conte-nous donc ça en quelques minutes. Des débutants en cours. Comment ils ont fait ça? Ils ont débuté en cours toute volonté parce qu'il y a une augmentation de la communauté francophone visible en Colombie-Britannique. Mais très tôt, le gouvernement de Colombie-Britannique se sont arrangés avec leur Cour suprême pour bloquer ça de façon définitive. Eux autres, supposément, qui craignaient qu'éventuellement la minorité chinoise, qui est importante aussi, la loi aurait demandé la même chose. Ça, c'était leur excuse. Mais en réalité, c'était une volonté vraiment absolue de voir assimiler les francophones sur place. En ne leur laissant aucune place, ils voulaient vraiment s'assurer de ne pas faire comme
supposément, dans ce qu'on aurait entendu dans les milieux conservateurs de Colombie-Britannique, de faire comme en... Ils craignaient l'exemple du Nouveau-Brunswick. Ils ne voulaient pas c'est tout signé sur ça. C'est stupide que ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est un scandale. Allez, je vais poursuivre. On en reparlera après. Donc, la centrale refuse de participer aux États généraux du Canada français. En bref, elle se méfie du nouveau nationalisme québécois, dont on craint qu'elle ne subordonne le social au national. C'était les craintes des syndicalistes de ce moment-là. Les raisons pour lesquelles que les syndicalistes n'appuyaient pas le projet indépendantiste. Mais ça va changer radicalement, comme vous allez le voir. Des événements tels que l'entrée en scène du Parti québécois, la bataille contre la loi 63, la loi des mesures de guerre et le refus du gouvernement fédéral de remettre en cause les unités pan-canadiennes de négociation conduisent la CSN, non sans tiraillement, à s'orienter vers l'unilinguisme français et à remettre en question fondamentalement le régime fédéral. En octobre 1969, le Conseil confédéral se prononce sans plus de détails en faveur de l'unilinguisme français au Québec. Michel Chartrand, il a mangé un coup de poing sur la gueule pour ça, hein, vous saviez ça? Sur le plan historique, là. Chartrand, c'était lui qui poussait ça dans CSN, même à l'encontre de Marcel Pepin, pour qui que j'ai une certaine admiration. Là, il y a un travailleur, il s'est carrément levé de sa chaise dans le Conseil confédéral. Il a collé son poing sur la gueule à Chartrand. Ouais. Vous pouvez lire ça dans la biographie de Chartrand en 2 tomes. C'est écrit dedans. Moi, c'est lui qui me l'a dit. Donc, et le Congrès de 1970 réclame du gouvernement que le français devienne la seule langue du travail et la langue officielle du Québec. La CSN participe au mouvement Québec français en 1969 et trouve la loi 22 trop timide en 1974. Lorsque le gouvernement du Parti québécois présente en 1977 la charte de la langue française, la loi 101, la centrale s'y rallie dans ses grandes lignes. La langue anglaise, peut-on lire dans son mémoire sur la charte, doit être considérée comme une langue de fait, non de droit. Dans les années 70, la CSN lie l'indépendance du Québec à son projet de société socialiste. L'oppression nationale dont souffre le Québec devient une manifestation de l'exploitation capitaliste. Au Congrès spécial de 1979, le rapport adopté par les délégués, sans se prononcer pour l'indépendance, conclut néanmoins que, pour lutter contre l'oppression nationale, la CSN appuie une démarche d'appropriation par le peuple québécois des pouvoirs et institutions politiques, économiques et culturelles. Ce que le PQ ne parle plus pantoute. Ce que le PQ veut aujourd'hui, c'est quoi? C'est une souveraineté de papier. Exact. Toutefois, elle prend bien soin de distinguer sa position de celle du Parti québécois, qui ne propose pas un changement fondamental de l'organisation sociale. Un changement politique, peut-on lire dans l'analyse du livre blanc sur la souveraineté association, n'a que très peu de sens s'il ne vise en premier lieu la transformation des conditions de vie de ceux qui subissent les effets de l'oppression nationale. Appelé à prendre position lors du référendum de mai 80, excusez, le Conseil confédéral estime qu'il est dans l'intérêt des travailleurs de voter oui, puisque la souveraineté association signifierait l'atténuation de l'oppression nationale et qu'elle créerait de meilleures conditions pour la construction d'une société nouvelle. Sur la question nationale, comme sur le projet de société socialiste, la réflexion de la centrale se poursuit, quoique, depuis l'échec référendaire, les débats n'ont guère fait de progrès. On en est encore rendu là aujourd'hui. La crise économique porte davantage la CSN à s'intéresser à des questions plus concrètes. Création d'emplois, changement technologique, réduction du temps de travail,
etc., etc. Là, bien sûr, encore une fois, qui est un volet énorme, très important. On pourrait aussi parler de la condition féminine, la question des femmes salariées que les syndicalistes de combat, dans ces années-là, mettaient beaucoup de l'avant. Beaucoup de l'avant. Mais, encore une fois, on va rester jusqu'à la semaine prochaine s'il faut qu'on... Donc, je conclus avec la CSQ, que j'ai choisi un texte vraiment court, là. À quel moment tu es arrivé de la CEQ? Est-ce que tu en parles? Comment tu dis? Quand la CEQ était fondée, c'était à quel moment? L'ancêtre de la CEQ, c'est la CIC, qui a été fondée, je pense, Hugo, dans les années 30, hein, par une dénommée Laure Gaudreau. Années 20 ou 30, je ne suis pas sûr. Les années 20 ou 30. Ouais, c'était les instituteurs catholiques, je me trompe. Oui, la Corporation des instituteurs catholiques. Et tout comme à la CSN, et tout comme dans les pays européens, les confédérations cléricales, c'est un mouvement qui a été mondial de déconfessionnalisation des syndicats catholiques, des syndicats chrétiens. Puis la CIC, après de dures batailles, bien sûr, s'est déconfessionnalisé plusieurs années après la CSN pour changer de nom de CIC à CEQ. Et le nom officiel, ils l'ont adopté, à ma connaissance, en 1974 seulement. Ils ont changé de CIC à CEQ, mais CEQ, Corporation des enseignants du Québec, pour ensuite être centrale de l'enseignement du Québec. Parce que là, la CEQ, à partir de 1974, a voulu englober tous les salariés du secteur de l'enseignement, y incluant les concierges, les psychologues, tout le monde de l'enseignement. Les commissions scolaires? Oui, des travailleurs des commissions scolaires, travailleuses des commissions scolaires, toutes les éducatrices en garderie. La CEQ, à partir de cette année-là, elle voulait devenir une véritable centrale de travailleurs-travailleuses, puis englober tous ces gens-là. Puis elle était marxiste. J'y arrive. Puis elle prônait carrément un syndicalisme là, beaucoup plus musclé de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, le titre en dit gros. Le durcissement des positions de la CEQ. La transformation des structures de la CEQ de corporation professionnelle en centrale syndicale s'accomplit à travers plusieurs congrès. Après avoir adopté le principe d'une réforme de la Constitution en 1970, les congrès de 71 et de 72 établissent le processus de cette opération. La nouvelle organisation à qui on donne le nom de Centrale de l'enseignement du Québec naît en 1972 avec des statuts provisoires qui seront ratifiés par les syndicats d'enseignants au cours des 2 années suivantes. Au terme de ce long processus, la centrale s'incorpore en 1974 en vertu de la loi des syndicats professionnels et invite le gouvernement à supprimer sa loi corporative de 1946. Ça, je disais, c'était une longue bataille. J'ai lu un peu. D'ailleurs, il est sorti un livre que j'ai pas fini de lire sur l'histoire de la CEQ. Abondamment illustré, plein de belles photos. Il était écœurant. J'ai pas fini de le lire encore, mais ça a été une longue bataille. Beaucoup plus longue qu'à la CSN, la déconfessionnalisation de la CEQ. Les laïcs, au départ, étaient minoritaires puis ils perdaient tout le temps de congrès en congrès. Mais ils y sont arrivés, comme de quoi que faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher. C'est ça les leçons de l'histoire. Les gens de gauche, les combattants de la gauche, les combattantes, il ne faut jamais lâcher. Même si on est minoritaire, même si on est quelques-uns dans nos différentes organisations, il ne faut jamais lâcher la bataille. Donc, le choix du nom de la centrale où le mot enseignant n'apparaît pas entend souligner que la CEQ réunit des travailleurs d'autres secteurs de l'enseignement. En effet, depuis 1971, des employés de soutien et des professionnels non enseignants de commissions scolaires, de cégep et d'université rejoignent ces rangs. Ils sont suivis à partir de 1975 de travailleurs spécialisés œuvrant dans le domaine des loisirs. Cependant, ils ne forment encore qu'une minorité, 3,8% des effectifs en 1976, en tout cas, blablabla. L'orientation, là c'est le bout intéressant, l'orientation vers l'action politique
qu'on décèle à la fin des années 60 débouche quelques années plus tard sur la définition d'un projet de société. Projet de société. La CEQ emboîte alors le pas à la CSN et à la FTQ et radicalise son discours. Dans des documents d'orientation soumis aux délégués de 1971 à 1975 et dont la pensée se reflète dans l'ensemble du discours de la centrale, la CEQ emprunte à l'idéologie marxiste sa critique de la société québécoise. Comme partie intégrante du système capitaliste, l'économie du Québec, rappelle-t-on, repose sur la propriété privée des moyens de production. Le capital s'étant concentré entre les mains d'une minorité de possédants qui exploitent les travailleurs, la société s'est divisée en deux grandes classes. La classe bourgeoise, très minoritaire, qu'on pourrait même ajouter très parasitaire, qui détient les principaux moyens de production, et la classe majoritaire, formée de travailleurs et de travailleuses qui sont obligés de vendre leur force de travail pour subsister. C'est ce qui s'appelle la lutte des classes. Quand on rit de moi dans les syndicats encore aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quand je me faisais, on n'est plus dans ce temps-là, puis voyons, tabarnak. Oui, mais qu'est-ce qui a changé, Calice, dans un rapport de classe? Je suis encore un salarié, puis mon boss, c'est encore un boss. C'est lui qui est le donneur d'ordre. On est encore une société dominée par une minorité parasitaire. Moi, c'est ça, je lui réponds. Ouais, t'es dans le champ. OK. OK. J'ai des camarades, des bons camarades syndicalistes qui me répondent ça. On a des discussions politiques, syndicales. Ils sont venus endormir. Exactement, par le fonds de solidarité, puis bon, ben, tu sais, avec la machine, là, puis ils sont dedans. Le partage des profits en entreprise. Exactement. La participation de soi dit patati patata. Acheter des actions, puis toute la grosse bullshit. Anyway, je termine avec ça, puis on va en discuter ensemble. J'aimerais entendre vos opinions là-dessus. Donc, dans ce conflit de classe irréductible, la CEQ invite les enseignants à se rallier aux travailleurs pour éliminer les rapports d'exploitation. Chris, on n'entend plus ça de la part du monde de l'enseignement, hein? Se rallier aux travailleurs, travailleuses d'usine. Toujours selon l'analyse de la CEQ, les gouvernements du Québec et celui d'Ottawa ne sont pas, comme ils veulent le laisser croire, des arbitres impartiaux. Ils assurent la défense de l'ordre établi au profit de la classe dominante. Pour protéger le système capitaliste, l'État a recours à des appareils répressifs, entre parenthèses, parlement, tribunaux, armée, police, etc., etc. Et à des appareils idéologiques. On n'est plus d'une société idéologique. Là, voyons, tabarnak. Ben oui, calice. Regarde donc ça. Donc, et à des appareils idéologiques qui visent à légitimer le système actuel. L'école est une des institutions idéologiques destinées à transmettre l'idéologie dominante et à reproduire les rapports sociaux d'exploitation. Maintenant, tu as Radio X. Ouais, c'est ça. Je dirais justement. Des profs endoctrinent nos jeunes. Certains de nos profs toujours, mais très minoritaires. Ah ouais. À partir de cette analyse de la société et du rôle de l'école, la CEQ prend parti pour la classe ouvrière et se propose de transformer l'école afin de faire échec à l'idéologie bourgeoise. Aujourd'hui, avec les projets d'école verte Brundtland, sacrément qui me font chier, les tabarnak avec ça. Anyway, regarde, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. On est rendu là. À partir de... C'est parce que j'ai un enfant, là, il est rendu un ado, il a 14 ans, mais
À chaque fois que j'allais le chercher, il y avait des grosses affiches de la CSQ. Là, à cette heure, la lutte, c'est les écoles Brundtland. Brundtland, ça vient de la Suède. Non, je pense à... C'est Gro Harlem Brundtland. C'est une ministre suédoise. Puis la première... Il me semble que c'est suédois. Vas-y donc, explique-nous ça. De toute façon, la première ont mis sur pied un programme de société verte, finalement, où est-ce que les gouvernements pouvaient s'impliquer directement dans la transformation d'une société pour devenir une société verte. En gros, tu sais. Et elle avait même, je pense, gagné un prix international pour ça. Oui, effectivement. Gros Harlem Brundtland. Et depuis ce temps-là, bon, ben, tu as des écoles. Le cégep de Victoriaville, c'est un cégep Brundtland. Puis regardez bien ça. C'est un cégep Brundtland. Ben, lors de l'avant-dernier envoi en Afghanistan, la ville de Victoriaville a amené l'armée canadienne dans les bois francs. Puis là, ça tirait à blanc tout partout. Puis tu avais des tanks à Victoriaville, puis dans les environs et tout. L'armée canadienne a été invitée par le Collège de Victoriaville pour donner régulièrement des speeches sur l'enrôlement au cégep de Victoriaville. Et c'est un cégep Brundtland. Fait que tu sais, on en est rendu là. Bref, on y reviendra. Je vais poursuivre. Comment t'as dit? Ouais, ben camouflage, exactement. Si je suis critique, je vous parais peut-être radical, mais si je suis critique, parce qu'à cette époque-là, les syndicalistes de l'enseignement voulaient donner une conscience de classe aux élèves qui font partie d'une classe. Parce que la majorité des élèves sont issus de quelle classe sociale, hostie? La classe des travailleurs et travailleuses, du monde du travail. C'était ça le but de la CEQ. Là, ben, ils sont passés de ça à la transformation des écoles en compagnie de recyclage. Mets ta petite bouteille d'eau dans le bac, là, puis t'es. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, à partir de cette analyse de la société et du rôle de l'école, la CEQ prend parti pour la classe ouvrière et se propose de transformer l'école afin de faire échec à l'idéologie bourgeoise. Dans le document « École et lutte de classe au Québec » qui a été réédité, soit dit en passant, mettez la patte là-dessus. Dans n'importe quelle bonne librairie est en vente, il faut lire ça. Je l'ai mis en ligne sur mon site internet si vous voulez le lire gratis. Sinon. Unité ouvrière, allez en bas de la page. Cliquez dessus, vous allez je l'ai mis en ligne. Il faut que je le réajuste un peu, là, c'est sûr, il n'est pas beau, mais le texte il est là, il est complet, tout est complet. Unitéouvrière.com. Unitéouvrière.com, oui. Allez là. Non, .org. Allez là-dessus, vous allez l'avoir gratis. Sinon, ben, il y a peut-être quoi, une dizaine de piastres à peu près en librairie. Mettez la patte là-dessus. Ça aussi, ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce que c'était à cette époque-là, le syndicalisme de combat. Le projet de société socialiste des syndicalistes québécois à ce moment-là. Donc, dans le document « École et lutte de classe au Québec », qui est sorti en 1974, elle développe ce qu'elle appelle une pédagogie de conscientisation visant à créer des noyaux de résistance à l'idéologie dominante. Selon cette démarche, les enseignants doivent faire prendre conscience aux étudiants des intérêts de classe des travailleurs et de la nécessité de s'organiser pour lutter. Cette pédagogie que certains qualifieront de propagande, ça avait fait un scandale, comme vous pouvez vous imaginer dans les journaux de l'époque, hein, sera l'objet d'attaques sévères à l'extérieur de la centrale. Moi, je m'en souviens de cet écart. Comment il s'appelait? Ryan, Claude Ryan. Ah, c'est un crème. Anyway. Il n'en sera plus explicitement question par la suite. Le projet d'école publique adopté au Congrès de 1980 demeure beaucoup plus modéré sur les objectifs et les moyens recommandés
pour réveiller les étudiants aux vécus et aux intérêts des travailleurs. Déjà à partir des années 80, la CAQ a changé son fusil d'épaule. Autant les documents d'orientation peuvent être précis sur la critique du fonctionnement du système capitaliste, autant ils demeurent vagues sur le projet de société appelé à le remplacer, ce qui est dommage à mon sens. L'analyse de la société à partir d'une problématique marxiste devrait normalement conduire la CAQ à proposer un type de société socialiste. Mais ce terme n'est jamais employé et on ne va guère plus loin que de parler d'éliminer le régime capitaliste, ce qui était quand même pas rien. Éliminer le régime capitaliste. D'extirper l'exploitation des travailleurs, de bâtir une société véritablement démocratique, sans classe sociale, égalitaire et juste. Hein? La justice, quand ils nous disent « vous êtes utopiques, vous autres, les socialistes, les syndicalistes de combat », mais tabarnak, la justice, quoi de plus utopique que la justice si on ne se bat pas pour la réaliser? C'est ça qu'il faut leur répondre à ces hosties-là. On reporte à plus tard, en consultation avec les membres, l'élaboration d'orientations sociopolitiques plus précises. Sur ce point, le discours de la CAQ demeure encore plus évasif que celui de la CSN, dont elle partage cependant l'essentiel de la critique sociale. La redéfinition idéologique de la centrale au cours des années 70 la conduit également à s'interroger sur le statut de l'enseignant. On explique qu'avec le passage de la société québécoise du monde rural et artisanal au monde urbain et industriel, l'enseignant est devenu un salarié comme les autres, à qui l'on achète sa capacité de produire au niveau idéologique en lui indiquant quoi dire et comment le dire, quoi faire et comment le faire. Ils disent plus ça aujourd'hui, hein, les syndicalistes de la CSQ. On entend l'Institut Fraser dire qu'on devrait, ça a sorti cette semaine, je pense, évaluer les enseignants selon le mérite. Les notes. Le mérite. Le mérite. Méritocratie. J'en revenais pas. Je pensais jamais que les institutions économiques de droite en viendraient. Tu disais ça? Ça fait un peu un scandale parce que la sœur, ma chanteuse, elle travaille au Cégep du Vieux-Montréal, puis ils sont pas contents. Ben non, personne n'a appuyé ça, sauf dans le milieu patronal, bien encore. Ils ont gardé une petite chaîne en disant on va repenser à ça. L'Institut Fraser, c'est un think tank de droite. C'est ça, c'est un think tank de droite. Ils ont demandé ça à des pseudo-chercheurs économistes, probablement des idéologues qui ont été chercher les idées aux États-Unis. Je pense que Nathalie Elgadi-Lévy travaille pour eux. Oui. On est employé là-bas, les seniors Ouais. C'est écœurant. Ils veulent tout marchand. Comment on dit ça? Marchandisation. Marchandiser, la marchandise. C'est à peu près tout, ça semble bien l'exemple. D'arriver là, mais sauf que ça n'a tellement pas de sens que là, ils se font enlever ça en masse. Libéralisé. C'est fou, hein? Ils sont malades. Ça ne peut même pas se faire, le truc. Ils sont capotés. Ils sont capotés. Donc, pour la CEQ de cette époque-là, le professionnalisme est donc un leurre. Et l'action syndicale et la solidarité avec le reste du mouvement ouvrier des nécessités. Cette conclusion explique pourquoi la CEQ favorise l'unité d'action et envisage même, en 1976, tenez-vous bien, hein, une fusion avec la CSN. Ça aurait été quelque chose en tabarnouche. Ouais. Puis surtout, ça aurait été de l'avant avec leur projet de création d'un parti ouvrier. Ça aurait été... on n'en serait pas... Moi, je pense... On ne peut pas refaire l'histoire, mais je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas refaire l'histoire, c'est ça. Bref, selon la CEQ, la lutte contre le capitalisme commande l'unité des travailleurs et du mouvement syndical. Les négociations avec le gouvernement en front commun vont aussi faire sentir la nécessité d'un rapprochement avec les autres centrales. Excusez. C'est au congrès de 1972
après les douloureuses négociations du Front commun et l'emprisonnement des chefs syndicaux. Chris, dans ce temps-là, là, même un gars comme Laberge, esti, était prêt à aller en prison pour défendre la cause des... Aujourd'hui, esti, à part que d'aller en vacances sur le bateau à Curso, là. Quand tu dis même la berge, tu veux dire qu'il le considère un peu nul? Non, C'est un personnage. Vas-y donc, Alain, donne ton opinion. Ben, c'est un gars qui était issu des, des syndicats internationaux. Son syndicat à lui, c'était... Lui, c'est un mécanicien qui doit arriver. Oui. À Mécanicien. Canada. Aujourd'hui, Bombardier. C'est ça. Il n'était pas nécessairement en faveur de la révolution, du bouleversement de la société. C'était un type qui était un populiste. C'était un type aussi, il n'avait pas oublié d'où il venait. Ça paraissait dans son langage, ça paraissait dans ce qu'il était, puis l'exploitation l'écœurait tout autant. Puis à un moment donné, il y avait un stade où, en face de lui, c'était un gouvernement qui était tellement marionnette, c'était le premier mandat de Robert Bourassa, il était tellement marionnette aux intérêts bourgeois du Canada et du Québec, qu'en était révolté, il en revenait